Ben oui, femme, je vous aime, comme le chante si bien Julien Clerc. Et à l'approche d'Octobre Rose, justement, le mois consacré au cancer du sein. Gros plan, donc, ce matin avec vous, Laurence, sur la beauté après le cancer. Chaque année, il faut le savoir, en France, 20 000, je viens d'apprendre le chiffre, 20 000 femmes atteintes d'un cancer du sein subissent une ablation donc, du sein et qui met leur féminité à rude épreuve. Mais on peut réparer tout ça. Oui, et c'est un peu le sujet d'Octobre Rose, c'est la féminité, c'est que faire après le cancer du sein, comment on prend en charge, etc. Et alors, on va vous parler d'une nouveauté, c'est une innovation. Ça a été inventé par une dermo-esthéticienne spécialisée à l'origine dans le maquillage permanent, vous savez, les cils, les sourcils, et qui très vite a apporté son soutien à une association qui s'appelle Souffle de Violette, qui aide les femmes après un cancer du sein. Elle accueille gracieusement ces femmes après une chimiothérapie pour restaurer leur féminité. Et c'est vrai que la féminité est bien mise à mal après un cancer du sein. Elles ont subi la perte de cils, de sourcils, l'ablation d'un sein, parfois la pose d'une prothèse. Cette artiste, vous allez le voir, elle s'appelle Maud Ravier, elle répare la peau, en fait, par la couleur, avec des pigments spécialisés. C'est une innovation, on recrée les aréoles mammaires. C'est véritablement, vous allez le voir, un travail d'orfèvre en 3D. C'est ça qu'on appelle la dermochromatique, c'est ça ? C'est ça, la dermochromatique, c'est de la dermopigmentation. Alors, on a suivi une séance dans le 16e arrondissement de Paris, vous allez tout comprendre avec elle. J'ai subi une tumorectomie en octobre 2012 du sein gauche et en mai 2014 l'ablation des deux seins. C'est le grand jour ? Oui, ça y bon, est. on y va ? L'objectif était simplement d'enlever ma poitrine pour ne pas avoir de récidive, sans forcément avoir envie de reconstruire. Et l'échange avec le médecin de l'hôpital m'a incité à reconstruire ma poitrine. Ça va ? Ça va. Alors aujourd'hui, on va s'occuper des aréoles mammaires. On va les reconstruire, on va donner un effet 3D. On va vraiment faire en sorte que quand tu te regardes dans le miroir, tu puisses vraiment voir ton aréole comme avant. Ça fait déjà très longtemps que je suis dans le maquillage permanent. J'ai eu des clientes qui venaient me voir parce qu'elles avaient un cancer. Donc elles me demandaient de recréer des sourcils, de refaire une ligne de cils pour ne pas perdre leur identité visuelle, esthétique. Et avec la logique, par la suite des choses, elles m'ont demandé aussi de redessiner leur aréole mammaire avec une technique en 3D hyper réaliste, avec un mélange de couleurs qui nous permettait de pouvoir recréer cette aréole et ce mamelon qu'elle perdait avec une mastectomie. Sur les seins, c'est pas très douloureux. Et puis encore, on utilise des aiguilles d'acupuncture, des choses très fines, on y va très doucement. C'est quand même une peau qui a pu être lésée, qui a pu être irradiée. Donc c'est vraiment une façon très spéciale de travailler les aréoles mammaires. Donc à l'aide de mon aiguille, je vais vraiment venir faire des dessins, venir dessiner ton aréole. J'ai choisi la dermopigmentation avec Maud parce qu'il y a un effet hyper réaliste, puisqu'aujourd'hui je n'ai pas la possibilité d'avoir de greffe de téton. Donc cet effet 3D donne quand même un autre aspect que ce qui nous est proposé à l'hôpital, qui est un tatouage classique. On peut dire que c'est du tatouage parce qu'on utilise des aiguilles, on utilise des encres. C'est un dessin. En fait, on redessine sur la cliente une aréole mammaire. C'est magnifique, Maud. Ça te plaît ? Magicienne, oui. Ça peut jouer sur la confiance en soi, sur le fait de se sentir plus féminine, vraiment retrouver sa féminité, oui. On a une école aussi de formation où nous formons à la nouvelle technique, donc la dermochromatique. C'est la technique que j'ai mis en place, c'est la couleur, réparer la peau par la couleur. On travaille en étroite collaboration avec l'association Souffle de Violette qui nous envoie des anciennes malades qui ont besoin de se faire redessiner, qui ont besoin de retrouver leur aréole mammaire, et on les fait gracieusement à l'école pour l'association Souffle de Violette. Dans le cadre de ce genre de traitement, Laurence, on utilise, donc on l'a entendu, des pigments, mais pas n'importe lesquels. Non, c'est un dispositif médical. Ce sont des implants dermiques colorés qui sont agréés. C'est pas un tatouage ordinaire, c'est des pigments qui sont stériles, à usage unique. Et ils servent aussi, il faut le savoir, à réparer les brûlures. Vous savez, quand vous avez des brûlures, la cicatrice, oui, elle est très particulière, elle est lisse, il n'y a pas de poils dessus. Sur le sourcil... Une marque, quoi.
Voilà, il y a quelque chose qui reste. Les gens qui sont opérés de bec de lièvre, par exemple, ont toujours une petite cicatrice. Ça sert à la réparer. Une cicatrice du cuir chevelu après une tumeur cérébrale, après des implants, un accident. Il y a des cicatrices sur le sein après réduction mammaire ou augmentation mammaire. Donc ça sert à ça aussi. Merci beaucoup, Laurence. Allez. Bonjour mon Grégoire, Bonjour, c'est Laurent. vous qu'on appelle le Seigneur des Anneaux ce matin. Oui, plutôt ceux qui étaient à Lima et ceux qui soutiennent Paris 2024, c'est officiel depuis hier soir. Voilà, on a les Jeux, ça faisait un siècle que Paris l'attendait, il y a eu 3 déceptions, 2 ans et demi de candidature, ça a été long, on sait depuis quelques semaines que c'était fait. C'était quasiment Voilà, fait, c'était oui, fait. Je vous ouais, propose et de- même avant l'été. Oui, et- exactement, mais je vous Mon propose quand même œil. de réécouter cette annonce hier soir. Paris 24, Los Angeles 28. Voilà, il était 19h50 heure de Paris lorsque Thomas Bach, président du comité international olympique, a donné le résultat attendu. Anne Hidalgo, maire de Paris, et Eric Garcetti, maire de Los Angeles. Tout sourire, Paris 2024, Los Angeles 2028. Les deux villes accueillent les JO pour la 3e fois de leur histoire après Paris 1900-1924 et Los Angeles 32 et 84. Et sortez vos agendas, Laurent, parce que ces Jeux seront chez nous dans ces temps du 2 au 18 août, puis du 4 au 15 septembre pour les Jeux paralympiques. Voilà, et bien sûr, on en reparlera toute la journée dans nos journaux. Oui, et la mer à Paris, ça s'appelle la Seine. Il y avait du foot hier soir. Il y avait J'ai du vu une foot. première mi-temps, ça suffisait finalement. Oui, voilà, tout s'est passé en première mi-temps. C'était Leipzig qui accueillait Monaco, la première journée de groupe de phase de la Ligue des Pas Champions. simple, hein, comme match. Non, et regardez ce qui s'est passé, parce que ça a commencé par un but des Allemands, justement, sur la pelouse de Leipzig. Les champions de France encaissent un but après la demi-heure de jeu. C'est Forsberg qui bat le gardien du Rocher, Benaglio. Réaction monégasque immédiate. Une minute plus tard, c'est Tillmans qui égalise 1 partout. Le score ne bougera pas. Dans ce même groupe, j'ai les Turcs du Beşiktaş. Eux ont pris seuls la tête du classement après une victoire 3-1 chez les Portugais du FC Porto. FC Porto, prochain adversaire de Monaco. Et Tosun a marqué le plus beau but de ce match. Grâce à son 107e et son 108e but, Cristiano Ronaldo permet au Real donc d'entrer dans cette compétition le plus parfaitement du monde. Et ils sont en quête d'un 3e titre, les Madrilènes d'affilée. Ils battent les Chypriotes de la Poel Nicosie 3-0. Les Anglais de Tottenham, eux, dominent les Allemands du Borussia Dortmund 3-1, doublé de Harry Kane. Et chez Manchester City, ça s'est bien passé aussi. Les Anglais écrasent les Néerlandais de Feyenoord Rotterdam 4-0. Autre doublé anglais de John Stones. Mon Grégoire, il n'y a pas que le ballon rond dans la vie, il y a aussi le ballon rond. Le ballon rond de petite taille, voilà, qui se prend la main, pas au pied. C'est du handball, c'est la reprise du championnat. Et Montpellier débute bien cette saison. Regardez, c'est Montpelliérains. Premier match pour les Montpelliérains. Ils accueillaient Chambéry et les Héroltais ont très largement dominé les Savoyards 29-18. Montpellier prend provisoirement la tête du championnat devant Nîmes. Le PSG, champion en titre, est 3e après sa victoire 30-22 face à Ivry. Et Nantes, 2e de la saison passée, bat Massy 28-22. La World Champions Cup, Laurent, je ne sais pas si vous connaissez cette compétition Bah, évidemment que si. internationale de volley qui se déroule tous les 4 ans, un an après les JO. La France, à gauche de l'écran, en bleu, se reprend. Après une défaite d'entrée face au Brésil, les tricolores battent les Japonais, hôtes de cette compétition, 3-7-0. Prochain adversaire, ce sera demain matin et ce seront les États-Unis. Et un petit mot de basket pour terminer, avec la Serbie en rouge, dernière nation qualifiée pour la demi-finale de l'Euro. Les Serbes ont dominé l'Italie 83-67 et ces Serbes affronteront les Russes, également en rouge à l'image. Les Russes qui ont battu les Grecs 74-69. Et l'autre demi-finale opposera ce soir l'Espagne à la Slovénie. Oui, la Russie qui bat la Grèce, c'était pas forcément évident. Ouais, alors c'est vrai que c'est une compétition qui a déçu les Français puisqu'on en a été sorti un petit peu tôt par rapport aux résultats et aux nombreux titres. Mais c'est vrai que côté volley, handball, etc., on peut se rattraper. Mais il y a quand même une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place dans ces sports-là. Chambéry relèvera la tête, vous le savez. C'est Oui, quand c'est même vrai, oui. parmi les clubs en France. De l'élite du handball. On est d'accord. Merci Greg pour cette revue complète des résultats sportifs et puis bien sûr d'avoir salué le Paris 2024.
Chic Planète, Isabelle, bonjour. Effectivement, Bonjour, avec une Laurent. bonne nouvelle dans le domaine de la consommation. Quand on entend Madame Hidalgo dire oui, on pourra organiser des épreuves de natation dans la Seine, c'est possible notamment grâce à des produits qui sont déversés régulièrement dans les rivières, mais qui aujourd'hui peuvent être 100% d'origine végétale. Absolument écologique. Ouais. Et alors, c'est un produit du quotidien, c'est pas forcément hyper sexy, mais ça Ah non, existe. mais c'est important. Et hein. c'est le liquide vaisselle. Chic Pourquoi le Planète. liquide vaisselle? D'abord, un Chic Planète, effectivement. Et puis deux, il faut savoir que si pratiquement tous les foyers français sont équipés de réfrigérateurs, le lave-linge aussi est très présent dans les foyers, le lave-vaisselle, 60% des Français sont équipés. Par voie de conséquence, 40% des Français continuent à faire la vaisselle à la main avec un produit spécifique puisqu'ils n'ont pas de lave-vaisselle. Et ceux qui disposent d'un lave-vaisselle conservent néanmoins un flacon Oui. sur l'évier pour les petites urgences du quotidien, un petit truc. On Bien a sûr. tous, c'est présent dans 87% des foyers. Aujourd'hui, on a des attentes qui évoluent. On veut des produits de plus en plus écologiques, mais évidemment efficaces également et qui font des mains douces sans qu'à faire. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Et la bonne nouvelle, c'est que les fabricants essaient de plus en plus de répondre à ces attentes. Voici l'exemple d'une entreprise française qui fabrique des produits ménagers et d'entretien écologiques et qui vient de revoir complètement la formulation de son liquide vaisselle avec des ingrédients totalement végétaux, avec des nouveaux parfums qui nous plaisent bien, comme par exemple la figue ou encore thym basilic. Ce sont Oula. des saveurs, cuisiner avec. des parfums à la mode. Et deuxième bonne nouvelle, la fabrication depuis janvier dernier a été rapatriée en France dans une usine toute neuve et 100% écolo. Je n'en dis pas plus. Regardez. On a revu complètement les agents moussants et les agents dégraissants de notre formule. C'est ce qu'on appelle les tensioactifs. Et ces tensioactifs, on les a changés pour être 100% d'origine végétale. On a travaillé avec un parfumeur de Grasse pour avoir des parfums qui sont très respectueux de l'environnement et surtout hypoallergéniques. Et on a respecté une liste de 550 substances potentiellement susceptibles d'être perturbateurs endocriniens et on s'est interdit d'utiliser ces substances. On a travaillé la couleur pour être très associé avec le parfum de chaque produit et permettre une meilleure identification. Et on a travaillé ces couleurs de façon à être aussi en ligne avec notre cahier des charges écologique. On a aussi changé notre conservateur. On a fait des tests d'efficacité qui sont des tests normés qui nous ont permis d'avoir le critère écolabel. Ça correspond à une tendance de fond. Les consommateurs réagissent très bien et la fabrication est en train de démarrer très fort ici. Alors la fabrication se passe en 2 étapes. Le dosage des gros ingrédients à partir des cuves, et ça c'est fait en automatique, et le dosage des petits ingrédients qui sont pesés à la main par l'opérateur et ajoutés directement dans les réacteurs. Ce sont les huiles essentielles, les parfums et tous les ajouts de ce qui vont faire la spécificité de la formule comme le basilic thym. Les gros ingrédients, ce sont l'eau, le savon et les tensioactifs. Le jus, quand il est fabriqué, on l'envoie des réacteurs vers les cuves de stockage et de la cuve de stockage, on va l'envoyer vers la machine de conditionnement. Aujourd'hui, je fabrique du liquide vaisselle basilic thym à la vitesse de 60 flacons par minute en moyenne, ce qui fait environ 3600 flacons à l'heure. Il n'y a pas que les produits qui sont écologiques, l'usine aussi est elle-même tournée vers l'environnement. On est sur le toit de l'usine, qui est un toit végétalisé. Derrière nous, c'est la campagne, on est aussi dans une zone environnementale classifiée pour l'environnement. Alors, dans l'usine, Isabelle, on fabrique des produits à base de produits végétaux, donc, et sur le toit, il y a aussi du végétal. Ah, mais c'est un bâtiment haute qualité environnementale, alors ça veut dire quelque chose, Ouais. hein, il y a des normes très précises, récupération d'eau de pluie, récupération des déchets, économie d'énergie, les lumières, L'usine bio, quoi. ce sont une usine complètement bio et le toit de l'usine est littéralement impressionnant.
et c'est situé en pleine campagne. Et chaque usine présente dans cette zone, qui est soi-disant une zone de production industrielle, eh bien vous ne voyez même pas le voisin parce que tout est conçu pour qu'il y ait des haies d'arbres et pour que les animaux, les biches, les faons, puissent se promener entre deux usines. Voilà, c'est à la campagne. Oui, c'est bio et c'est top. Merci beaucoup Isabelle. On va filer à Pékin pour retrouver notre correspondant Arnaud Miguet. Bonjour Arnaud. Pour parler de vélos partagés à Pékin. C'est quoi? C'est comme nos Vélib finalement? Oui, bonjour Laurent. C'est une véritable révolution 2.0 que connaît la Chine et c'est vrai que nos Vélib ont pris un sacré coup de vieux. Ici, il n'y a pas de borne. Le concept est très simple. Il suffit d'un smartphone et d'une application mobile pour payer et tout se paye en Chine avec un smartphone et débloquer le cadenas d'un vélo en libre service. Donc le principe est très simple. Et pour lâcher son vélo, on le laisse pour le prochain utilisateur qui le trouvera grâce à la géolocalisation. Et des utilisateurs, il y en a. La Chine est un grand pays, plus d'1 milliard d'habitants, mais il y a, tenez-vous bien, près de 100 millions d'utilisateurs de vélos en libre service, de vélos partagés dans toute la Chine. C'est ce qu'on appelle la mobilité du dernier kilomètre. Désormais, entre le métro et le boulot, eh bien, il y a le vélo. Et des vélos, aujourd'hui, il y en a partout. Des start-up, il y en a une vingtaine, se sont livrés à une véritable compétition en quelques mois. Des vélos qui sont à leur couleur, vert, blanc, rouge, orange. C'est un reportage que nous avons tourné avec Justine Jankowski dans les rues de Pékin. Regardez. Ils sont partout, dans toutes les villes chinoises. Le vélo ici est partagé et en libre service. En Chine, plus besoin de bornes, on le prend n'importe où et on le laisse aussi n'importe où. Location 10 centimes d'euros de l'heure, payée évidemment avec son téléphone. Démonstration. On a l'application et on peut voir il y a des vélos sur l'application et on trouve le plus proche. Et puis il y a scanner ici, on clique scan, c'est bon. Oui, je m'en sers tous les jours. C'est très pratique et c'est pas cher du tout. La bicyclette fait son grand retour dans les rues de Pékin, comme autrefois. Elle avait presque disparu, mais aujourd'hui les Chinois se remettent en selle. 2 millions d'usagers rien qu'à Pékin, ces vélos colorés ont conquis les trottoirs et le cœur des habitants. Je m'en sers vraiment tout le temps. J'ai déjà cumulé 600 points sur l'application. J'espère que les vélos chinois vont conquérir le monde. Et conquérir le monde, c'est justement l'objectif de cette start-up. Nous sommes présents avec nos bicyclettes dans 160 villes dans le monde. En Chine, bien sûr, mais aussi au Royaume-Uni, en Italie, à Singapour et au Japon. La prochaine révolution, elle est évidemment environnementale dans ces villes engorgées. C'est le vélo dépolluant, avec filtre à particules et diffuseur d'oxygène intégrés. Et bien sûr, en libre service. Alors le partage, Arnaud, c'est une notion décrite d'ailleurs dans les pages du petit livre rouge, mais là aujourd'hui c'est plus une histoire de valeur, c'est carrément une économie. Ah oui, exactement. L'économie du partage, ça pèse 450 milliards d'euros. Et ça, c'est l'année dernière, car on prévoit une augmentation de 40% cette année, car c'est très appuyé par les pouvoirs publics. Alors vous l'avez dit, faut-il le rappeler, la Chine est un pays communiste qui s'est ouvert au capitalisme, mais on revient à cette idée de partage et de non-propriété. Et du coup, des start-up ont essaimé un peu partout, il y a des entreprises et on peut tout louer à peu près en Chine. Outre les vélos, vous pouvez aussi louer pour quelques heures et en un clic un ballon de basket, un parapluie, des landaus, des poussettes, des vêtements, des sacs à main pour ces dames. Donc la Chine est un pays, faut-il le rappeler, extrêmement innovant, mais c'est aujourd'hui véritablement la championne du monde de l'économie de partage. Et ça n'est qu'un début. Eh bien, quelle longue marche. Bonne journée, Arnaud. À très bientôt. Et ce matin, mesdames et messieurs, c'est le retour du Seigneur des Anneaux. Oui, les anneaux olympiques. On ne voit que ça dans les journaux. L'euphorie est de mise. Même si l'on ne peut pas dire que le suspense nous ait coupé le souffle.
Le seul bémol qui revient à longueur de colonne, c'est la crainte d'un dérapage financier, même si l'on sent que Paris 2024 pourrait marquer un tournant. C'est en tout cas ce que prédit un économiste auquel Libération donne la parole. Il explique que pendant longtemps, le CIO a encouragé les villes à une surenchère dans la magnificence, mais que le contexte change, notamment parce que les citoyens veulent de la transparence. Alors, sur Paris 2024, beaucoup a été dit dès hier. Et tant qu'à parler sport ce matin, je voudrais vous dire 2 mots de foot. Le football est une passion planétaire qui a inspiré à ses acteurs, comme à ses contemplateurs d'ailleurs, pléthore de citations. La plus célèbre de toutes est sans doute celle de Bill Shankly, légendaire entraîneur de Liverpool dans les 60s. Alors la citation en question, la voici. « Le football n'est pas une question de vie ou de mort, c'est quelque chose de bien plus important que cela. » Alors, si vous cherchez de quoi illustrer cet aphorisme, vous trouverez votre bonheur dans Le Monde, qui propose une double page d'enquête intitulée Qatar Football Club. On y constate que la stratégie dispendieuse du Paris Saint-Germain, qui a renforcé son effectif à grands coups de centaines de millions d'euros, a été impulsée par l'émir du Qatar en personne et qu'elle dépasse largement les frontières de l'univers du foot. L'histoire commence au printemps dernier, lorsque le Paris Saint-Germain, victime de la remontada de Barcelone, se fait éjecter de la Ligue des Champions. 1 mois plus tard, Tamim Al-Hamad Al-Thani, ci-devant émir du Qatar, se pointe au centre d'entraînement du club. Et alors sa consigne ne souffre aucune discussion. Je m'en fiche, débrouillez-vous avec le règlement, mais faites exploser la banque, dit-il. Il me faut quelque chose pour réhabiliter le Qatar, lui donner une image positive. Alors il est d'autant plus furax le chèque que l'année précédente, le Paris Saint-Germain a chuté contre Manchester City, le club d'un membre de la famille royale d'Abu Dhabi, qu'une rivalité acharnée oppose au Qatar. Témoignage d'un connaisseur dans Le Monde. Sur plein de sujets, l'émir a la tête sur les épaules. Mais dès qu'il s'agit des Émirats Arabes Unis, on change de dimension. Ce n'est plus du foot, ce n'est plus un club contre un autre, mais un pays contre un autre et même un dirigeant contre un autre. Ça vire au concours de testostérone. Avec le Qatar Football Club, on croit que le match en fait se joue sur la pelouse, mais en fait ça passe ailleurs. Entre le Qatar et ses voisins, il faut savoir que ça chauffe. La mini-monarchie est au banc du Golfe, accusée de frayer avec les terroristes islamistes et de pactiser avec les ayatollahs iraniens. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'opération Neymar, ostentatoire et puérile, peut-on lire dans Le Monde. Ce qui importe, c'est de faire étalage de sa puissance, de narguer les contempteurs, de marteler que tout va bien. Et en fait, ça a marché, puisque les commentateurs du monde entier se sont extasiés tout l'été sur le méga mercato du Paris Saint-Germain. Neymar, c'est une arme multidimensionnelle, sportive, publicitaire, politique, économique, diplomatique, comme l'écrivent Benjamin Barthé et Rémi Dupré, qui sont les auteurs de l'enquête du Monde. Neymar sert aussi de police d'assurance en vue du Mondial 2022. Ce Mondial, c'est le Qatar qui l'organise. Son équipe nationale est donc qualifiée d'office, mais elle n'arrive pas à décoller. Et c'est un problème dans un Moyen-Orient dont le foot est la deuxième religion. Alors si l'équipe nationale ne brille pas, le PSG le fera à sa place et l'émir pourra garder la tête haute, pour reprendre la formule du directeur de l'Observatoire du Qatar. Voilà, c'est passionnant, c'est fouillé, truffé de témoignages et c'est à lire dans Le Monde. Et dire que certains pensaient que c'était du cinéma. Merci Patrice. Charlotte, s'il vous plaît. Bonjour Caroline, ce matin vous recevez Marine Le Pen. Oui, la présidente du Front National, la finaliste de la présidentielle qui bataille pour s'imposer comme force d'opposition à Emmanuel Macron. Car pour l'instant, le match se joue dans la rue, c'est pas franchement le terrain de jeu du Front National. Bonjour Marine Le Pen, on va parler de cette rentrée sociale, mais d'abord un mot quand même sur les JO. C'est une bonne nouvelle pour la France, pour Paris, pour Anne Hidalgo, pour vous ? C'est une bonne nouvelle pour la France, même si ça n'était pas une surprise, puisque nous étions les seuls candidats. Je pense que maintenant, nous devons, bien entendu, organiser ces Jeux Olympiques, et les responsables politiques que nous sommes doivent être prudents, doivent être attentifs. Parce que nous ne voudrions pas voir déraper les dépenses au moment où on demande tant d'efforts aux Français. Et puis, il y a quand même un dossier dont personne ne parle et qui est un dossier qui va être de plus en plus prégnant. C'est le dossier de la sécurité. Paris, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas une des capitales les plus sûres du monde. Elle est même très souvent critiquée parce que on manque d'effectifs, on manque d'efficacité. Entre les risques terroristes et la délinquance traditionnelle, je pense qu'il faut s'attacher
veiller à ce que ce dossier soit pris au sérieux. C'est quand même une victoire pour la maire de Paris. On rappelle que ça avait été une défaite pour Jacques Chirac, une défaite pour Bertrand Delanoë. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Jeux à Paris. Elle s'est battue, pas du tout. Anne Hidalgo ? Oui, elle s'est battue, mais enfin, d'autres se sont battus aussi. La réalité, encore une fois, c'est qu'il n'y avait plus que Paris qui était candidate pour 2024. Donc, moi, je suis très heureuse de voir les Jeux. C'est bien parce que voilà, le sport est quelque chose d'important pour beaucoup de Français, pour nos jeunes. Tout ça me paraît positif, mais nous resterons prudents, attentifs et vigilants. Oui. Sur les dépenses à la fois et sur la sécurité, comme vous l'avez dit. Alors, une première manifestation mardi, 2 autres attendues, les 21 et 23 septembre. Comment est-ce que vous menez le combat politique contre Emmanuel Macron ? On voit bien, je le disais en débutant cette interview, le terrain de jeu en ce moment, c'est la rue, ce sont les manifestations. Non, je ne crois pas du tout. D'abord, vous appelez ça un terrain de jeu. Pour moi, ça n'est pas un jeu. C'est la vie des Français qui est en cause, en l'occurrence. Ce sont les retraités qui vont être impactés. Ce sont les étudiants qui se voient imposer l'austérité. Ce sont les travailleurs qui sont transformés en travailleurs jetables. Ça ressemble à tout, sauf à un jeu. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Mais il parle exactement aux mêmes populations. C'est un combat que nous menons. C'est un combat que nous menons à l'Assemblée nationale. C'est un combat que nous menons avec le mouvement qui est le nôtre, au travers de l'information et des convictions que nous transmettons aux Français pour leur expliquer en quoi ces décisions, encore une fois, ne sont pas des décisions éparses, comme M. Macron voudrait le faire croire, mais ces décisions correspondent à une véritable vision de déconstruction presque systématique de la France. Sur quoi, par des exemple, armées, vous parlez de déconstruction ? Notamment le droit du travail. On est en train de transformer le contrat de travail en contrat de mercenariat par l'intermédiaire de ces contrats de mission. L'armée, que l'on déconstruit en la privant de l'oxygène financier dont elle a besoin. Les communes, parlons-en puisque nous sommes juste avant les sénatoriales. Les communes dont on voit bien qu'on est en train d'organiser leur disparition. De la même manière qu'on a dans la tête, ils ont dans la tête la disparition également des départements. On aspire les pouvoirs des élus locaux pour les donner à des structures qui sont des structures éloigné des citoyens. Vous dites déconstruction, il dit transformation. Il dit le monde a changé, il faut adapter nos modèles ça vous fait déjà sourire. En tout cas, c'est le logiciel d'Emmanuel Macron. Il veut adapter la France à la mondialisation. Sauf que moi, je m'oppose à cette mondialisation. Il veut une France en quelque sorte jetable, une France où tout est éphémère. Nous voulons une France durable. Nous avons véritablement 2 projets qui sont radicalement opposés. Vous savez, il a dit d'ailleurs, les Français n'aiment pas les réformes. Et pour cause, parce qu'en réalité, ces réformes, elles leur sont imposées depuis 20 ans et qu'à chaque fois qu'une réforme est prise, elle vise à l'appauvrissement, elle vise à la précarité et les Français ne veulent pas cela. Vous êtes anti-réforme, vous ? Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les réformes doivent être mises en œuvre si elles visent à plus de sécurité. Sécurité sur le plan social, sécurité sur le plan du travail, sécurité sur le plan de la sécurité au sens premier du terme. Or là, elles visent encore une fois à l'affaiblissement. Par conséquent, on comprend que les Français, encore une fois, y soient opposés. C'est quand même, là, on est quand même dans la grande vulgate ultralibérale, mondialiste, dont Emmanuel Macron s'est fait le héros. Vous parliez de sécurité. Il y a un projet de loi antiterroriste qui retourne à l'Assemblée. C'est un texte qui fait entrer l'état d'urgence dans le droit commun. Là, on se donne les moyens de se protéger ? Non, mais on ne se donne pas les moyens de se protéger, car les moyens, il faut avoir envie de les mettre en œuvre. Et il faut avoir un plan pour lutter contre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme. Or, le gouvernement n'a pas de plan. Vous me direz, M. Macron nous avait prévenu, il nous avait dit qu'il n'avait pas du tout pensé à un programme sur le terrorisme, que d'ailleurs, à l'époque, il avait dit « je ne vais pas l'inventer dans la nuit ». Bon. On surveille tout le monde, alors qu'on sait pertinemment qui il faut combattre. On a un comportement défensif à l'égard du terrorisme islamiste, alors qu'on devrait avoir un comportement offensif. Alors je redis, et je le redirai, il faut expulser les fichiers S étrangers de notre territoire, ils n'ont rien à y faire, il faut empêcher ces gens-là de revenir, il faut déchoir de la nationalité ceux qui sont radicalisés et qui ont la nationalité française. Donc voilà juste que ce texte ne va pas assez loin, c'est ça que vous nous expliquez ce matin, parce que le défenseur des droits, par exemple, met en garde contre une banalisation de l'état d'exception, contre la privation de liberté. À l'origine du mal. Il faut s'attaquer à l'idéologie qu'est le fondamentalisme islamiste, les mosquées radicalisées. Et tout cela n'est pas fait et n'est pas dans le projet du gouvernement.
Bon, vous avez tout refondé au Front National. Oui. Vous avez commencé à le faire. Oui. Juste un mot sur vous. Est-ce que vous vous êtes posé la question sur la manière de faire de la politique ? Quand on vit une défaite, c'est un moment particulier, est-ce que vous vous êtes dit, il faut que je change 2-3 choses ? Et vous savez, on est un homme ou une femme politique quand on a subi la défaite, en réalité. Voilà, c'est là où on voit l'épaisseur, la solidité du personnage. Bien sûr qu'on se pose des questions. Et qu'est-ce que vous êtes posé comme question ? Bien sûr qu'on se remet en cause, qu'on réfléchit. Et d'ailleurs, on le fait pour l'ensemble des domaines d'une campagne et du mouvement. Et c'est bien ce qu'on va faire d'ailleurs dans les mois qui vont venir. Mais sur votre manière de faire de la politique, Marine Le Pen, sur vous-même. Mais moi, je suis pas dans la communication. Moi, je fais de la politique avec mon cœur. Ça peut être sincère, hein ? Avec mon âme, avec mes convictions profondes. Bien sûr, j'ai des défauts. Mais je n'ai pas d'agence de communication qui vienne me dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, ce qu'il faut dire, comment il faut le dire. Voilà. Et cette solidité, en quelque sorte, je crois qu'elle est quand même perçue par les Français. Ce courage, il est perçu par les Français. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, nous ne devons pas essayer de tendre vers la perfection. Nous le devons tous, nous le devons aux Français. Et c'est pour ça que nous allons remettre sur la table l'organisation du Front National pour en faire un grand mouvement d'alternance. Le plus moderne, le plus efficace possible. Un petit mot. Nicolas Dupont-Aignan vous propose un rapprochement avec les Républicains rénovés de Laurent Wauquiez et les EFN rénovés, le vôtre. Vous êtes partante ? Mais les Républicains n'ont jamais changé. Ils ont toujours refusé de discuter de quoi que ce soit. Ils ont toujours accompagné la politique de destruction de la France. Permettez-moi, juste un mot. Monsieur Wauquiez, il a appelé à voter pour M. Macron à l'élection présidentielle. Ça en fait pas quand même un opposant très virulent, vous l'admettrez. Et pour Nicolas Dupont-Aignan, non plus. Et Nicolas Dupont-Aignan, nous avons fait un bout de chemin ensemble pendant la présidentielle. Moi, je souhaite que ce bout de chemin continue. Je souhaite qu'on discute ensemble, bien entendu, qu'on travaille ensemble, bien entendu. Vous savez, moi, le Front National est un parti de rassemblement. Il n'est pas centré sur lui-même, contrairement à ce que veulent bien dire certains. Merci beaucoup, Marine Le Pen. C'est à vous, Laurent. Manu Chao pour accueillir Henri-Jean, version colorisée au milieu des deux grâces en noir et blanc ce matin. C'est vrai. Et pour nous parler non pas du tristement célèbre Pablo Escobar, mais dans sa famille, je demande le fils, Juan Pablo Escobar, qui sort un bouquin qui vient d'écrire... sur son père et cette famille. Sur lui, voilà, parce que c'est vrai que ça posait problème de parler de Escobar, le plus grand criminel du monde, une des 7e fortunes, qui faisait rentrer 80% de la cocaïne aux États-Unis, qui gagnait jusqu'à 22 milliards de dollars par an. On n'a aucune admiration pour ce genre de fait d'armes tristement célèbre, qui abattait lui-même le ministre de la Justice de son pays, devant sa famille, mais qui avait au moins dans cet océan de noirceur une qualité, qui adorait ses gosses. On dirait que c'était un bon père. Il faisait sauter ses gosses sur ses genoux. Il avait tué un ministre avant, il les faisait... Et alors, il adorait son père. Le fils, il adorait son père, quoi. Le fils, il a vu de son père qu'un mec formidable, qui lui rapportait des jouets, qui était gentil. Il n'a vu que ce genre de choses. Mais quand il a pris un peu d'âge, il a compris que son père était un tueur, un assassin, tout ce qu'on peut imaginer. Et alors, il a voulu... C'était lourd à porter, quand même. C'est difficile à porter ce genre de choses. Il a commencé par changer de nom, il a changé de pays, il a quitté la Colombie, il est parti en Argentine. Il a pris un nom Sébastien Marocain, il s'est fait appeler. Et puis, pour se débarrasser de cette histoire qui lui pesait de façon atroce et terrible, il a écrit un bouquin. Il a quel âge là aujourd'hui ? Il a une quarantaine d'années, il est architecte, il a un petit garçon, il a de la famille, il s'est jamais trempé dans la drogue. Le père avait au moins une chose intelligente qu'il répétait à son fils: ne trempe pas dans la drogue, tu goûtes rien, ne mets pas tes pas dans mes pas, et si jamais il voyait un de ses sbires ou quoi qui fumait même un joint devant son fils, il le faisait carrément abattre, je veux dire quoi. Donc, ce qui fait que le fils n'était plus à un près. Voilà, le fils a été au moins, je veux dire, préservé de ce genre de choses. Il n'a pas d'admiration de son père de ce côté-là. Voilà. Donc, pour se débarrasser, il a écrit ce bouquin. Il est architecte, il est designer, il est débarrassé. C'est un prochain sujet pour Sylvie, qui travaille tout le temps, comme on le sait. Et voilà. Donc, en fait, il aurait préféré que ce soit Sylvie qui vienne le rencontrer. Mais bon, on avait que Henri-Jean sous la main. Non, mais c'était correct. Je ne lui ai pas fait cette. Il parlait. Mais on sent qu'il porte avec lui quelque chose. Je veux dire, quand il a une hérédité pareille, il ne célèbre pas son père, il raconte. C'est un constat, quoi. C'est un constat. Il raconte que. Donc, nous l'avons rencontré à Paris. Il est venu à Paris pour faire la promotion d'un bouquin qui est chez Hugo et compagnie, qui s'appelle Juan Pablo Escobar, mon père. Je vous invite à aller immédiatement rencontrer Juan Escobar. Voilà, maintenant.
Je pense que mon père aujourd'hui est devenu une célébrité, un peu comme une pop star ou même un héros. Je ne suis pas d'accord avec ce portrait de mon père. Je sais que c'était un gangster, un trafiquant de drogue qui a causé beaucoup de souffrance à beaucoup de monde. Je suis vraiment contre ceux qui glorifient son action et sa vie. Il n'y a rien de glamour dans tout ça. Je peux dire de mon père que c'était le bandit le plus dangereux du XXe siècle, mais aussi le meilleur père. Mon père avait la capacité de surprendre tout le monde et même sa propre famille. Et à chaque fois que je suis en relation avec l'entourage de mon père, il me raconte de nouvelles histoires. Nous devons être très responsables de la façon de raconter son histoire. Le message que j'essaie de transmettre avec ce livre, c'est qu'il ne faut pas répéter cette histoire. Il faut être lucide sur les conséquences lorsque l'on fait des choix comme ceux de mon père. J'ai vécu des expériences qui montraient qu'il n'y avait rien de bon dans cette vie-là. Je me souviens, durant ces derniers jours de sa vie, nous étions cernés par la police, qui nous traquait. Nous avions dans la maison tellement d'argent, assez pour acheter toute la nourriture de la ville. Mais cependant, nous n'avions pas la liberté de sortir acheter un morceau de pain. Je travaille beaucoup à Mexico pour informer les jeunes des risques de vivre comme Pablo Escobar. Il n'y a pas d'issue pour un trafiquant, car au début, tu crois que tu vas tout gagner, mais au final, tu perds tout. J'ai pris une grande part de responsabilité pour les crimes de mon père, et j'ai un profond respect pour les victimes, et je leur demande pardon. C'est le meilleur moyen de guérir et de ne pas perpétuer la haine. Beaucoup de gens me comparent à Pablo Escobar. Personne ne me connaît comme un individu à part entière. Je suis père, j'ai un fils, je suis architecte, dessinateur industriel, écrivain. Je fais beaucoup de choses et je ne pense pas que notre nom de famille nous définisse. Seules nos actions comptent. Ouais, du coup, on se pose plein de questions ici sur le plateau. Henri Jean pour Télémont-Join, vous lui avez demandé comment il avait pris la mort de son père, parce que c'était et le narcotrafiquant terrible et le père quand même. Voilà, oui, alors la fortune s'est barrée complètement, elle a été confisquée, l'oncle en a pris un peu, il était à tout repris, c'est normal. Et puis il a pris la mort, le père est mort sur le toit d'une hacienda, il était assiégé. Et il a été abattu par la police, mais le fils pense qu'en fait c'est lui, le père avait toujours dit qu'il ne se laisserait pas attraper. Il s'est suicidé d'une balle dans l'oreille droite. Voilà, ça c'est l'histoire. Il y a donc son bouquin qui sort chez Hugo et compagnie, parce que s'il se suicide, c'est un côté héroïque. Vous savez ce que je dis, oui, c'est précis. Oui. C'est dit par le fils. Voilà. Donc il y a ce bouquin qui existe chez Hugo, et il y a une bande dessinée chez Dargaud qui s'appelle Escobar, El Patron. Voilà. El Patron. Merci, El Patron. Voilà. Merci. C'est vous, El Patron. Non, il ne faut pas exagérer. Que serais-je sans vous? On se calme, on ne va pas parler de Juan Pablo Escobar, architecte, mais de la jeunesse française de designers qui préparent, j'allais dire, le métier et les tendances de demain et qui sont réunis sur les bords de Seine, c'est ça? Qui sont réunis sur les bords de Seine dans un événement qui s'appelle Nao Le Off. Mais cet événement-là, il est global. Oui, il est global. C'est un des événements de la grande boucle de la Paris Design Week. C'est joli, donc allons-y. Oui, mais oui. Alors, qu'est-ce que cet événement? Cet événement, on va dire que c'est le off de Maison et Objets. Maison et Objets, comme je le répète, qui est un salon, comme je l'ai déjà dit, qui est un salon réservé aux professionnels. Et Paris Design Week, c'est pour le grand public. Ça veut dire que vous, moi, nous... Oui, on peut se balader dans tout Paris. Il y a 200 lieux qui permettent au grand public de rencontrer des designers, de découvrir les tendances. Tout ce qu'il y a sur le salon, vous l'avez en petit comme ça dans Paris. Alors moi, je me suis intéressée, vous le disiez, à la jeune garde du design. Parce que c'est eux l'avenir.
Une nouvelle garde, Eh oui. avant-garde. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ils ont quel âge? Bon, ils ont entre 20 et 35, 40, ça reste la jeune garde, 40. Alors, cassé. Oui. Les mi-jeunes, la Ouais, c'est mi-jeune ça. garde. Bon, regardez. Et nous autres dinosaures, nous aimons bien. Voilà, regardez. Alors, au sein de la Paris Design Week, Nao Le Hoff à la Cité de la Mode et du Design a pour vocation d'offrir un tremplin à des jeunes designers de façon à les mettre au contact des consommateurs et puis au contact de professionnels français et étrangers qui demain pourront devenir leurs éditeurs ou leurs distributeurs. C'est très important pour nous également d'associer les écoles à cette manifestation parce qu'il se trouve qu'en France, on a un grand nombre d'écoles qui font un travail de très très grande qualité. Les étudiants ont tous travaillé avec des artisans, mais ils n'ont pas fait faire l'artisan, ils ont fait avec l'artisan. Donc ils ont compris quelles étaient ses difficultés techniques et ils les ont pris en compte dans leur création. Évidemment, il n'y a pas que l'artisan et le designer, il y a aussi des gens à qui on va proposer ces produits, qui vont les vivre. Et donc ça aussi, bien évidemment, est pris en compte. Et puis sur cette fin de vie du produit, comment il va disparaître, comment on va le réutiliser, comment on va réutiliser même sa matière. On a un souci de plus en plus grand par rapport à des préoccupations de développement durable, de réusage, de réemploi et d'utilisation de technologies, de matériaux issus de l'industrie et de process issus de l'industrie. Voilà, c'est des pistes sur lesquelles les jeunes designers s'expriment de plus en plus. L'apprentissage du designer et le designer lui-même, l'intérêt de son travail, c'est qu'il rende des services, qu'il ne soit pas juste joli. Joli est un peu difficile comme mot, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, alors donc il doit avoir du sens. Moi, j'associe souvent l'esprit du designer à celle d'un réalisateur de film. C'est quelqu'un qui a une vision, le designer, qui a une envie et qui s'entoure de compétences. Il a beaucoup de compétences, mais il a besoin de compétences supplémentaires. Ça peut être des musiciens, des designers sonores, ça peut être des techniciens particuliers sur un produit particulier, des ingénieurs, enfin une multitude de gens qui vont aider ce designer, l'accompagner à la réalisation de son projet. C'est important d'être confronté au public. Ici comme ailleurs, on fait beaucoup d'événements où on montre le travail. L'important, c'est de montrer que les étudiants, ou les jeunes diplômés d'ailleurs, puissent raconter, expliquer leur projet et ressentir si les gens les approuvent ou sont dubitatifs ou les interrogent. Effectivement, c'est une magnifique confrontation. Là, ils ont un public inconnu qui se présente à eux. Et on a beaucoup, effectivement, de nouvelles écoles. Pourquoi vous rigolez? Parce que Charlotte vient de faire une blague, mais si je ne dirai pas. On a de très très bonnes écoles en France. C'est pour ça que cette French Touch, tous ces designers, eh bien, la relève marche, fonctionne, parce qu'on a de très bons professeurs, parce qu'on a un art de vivre, parce qu'on a une histoire par rapport au design et que les écoles, elles savent transmettre ça. Donc on est sur la tendance éco un peu. On est sur la tendance éco-conception, c'est ça. L'écologie, évidemment. Ces jeunes, ils vivent quoi? Ils vivent avec leur temps. Ils ne peuvent plus aujourd'hui créer des objets qu'on ne pourra pas. Hein, mais non, je suis passionnée. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Vous mettez pas une balle dans l'oreille quand même. Ah, c'est pour un piercing. Donc il faut, voilà, l'éco-conception, c'est important. Ils sont dans l'époque, donc ils ne sont pas à côté de la plaque. Et tant mieux. Et vous pouvez aller voir tout ça jusqu'au 16 septembre. C'est gratuit. Une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur. Le Grand Brel qui nous chante le Grand Gauguin, mais alors le Grand Gauguin qui n'était pas un si grand Gauguin que ça, le peintre, à la fin du 19e siècle, quand il était obligé de s'exiler à Tahiti. C'est le sujet du nouveau film. Alors c'est marrant parce que on a eu Barbara, on a eu Godard, et maintenant, j'ai pas dit on se cogne, j'ai dit on a Godin, et pas version biopic. Ça reste de l'éco, ça reste du durable, du bio, mais pas biopic. Exactement, et pas mal celle-là, Laurence. Une période de vie, un fragment décisif. En l'occurrence, nous sommes en 1891 à Paris. Paul Gauguin est ruiné parce que c'est un peintre mineur, ni reconnu. Dire minable. Non, mais bon, ni compris ni reconnu par son époque. Il décide
de s'exiler en Polynésie. Pourquoi? Parce qu'il a soif d'absolu, d'inspiration. Il laisse quand même derrière lui sa femme, ses 5 enfants. Et puis, il arrive en Polynésie, pensant que tout va être plus simple et que son art sera compris. Et il va rencontrer la jeune Théoura, une Tahitienne qui deviendra sa femme et sa muse. Édouard Deluc, le réalisateur, adapte ici les carnets de voyage de Gauguin, qui sont... Alors, c'est un film qui romance un petit peu cet épisode de vie, mais les experts nous disent déjà que Gauguin lui-même romançait un peu son journal intime. C'est-à-dire qu'on nous dit une muse. Il a une muse. Non, il en avait plusieurs. Pourquoi est-ce que les Polynésiens n'ont pas une haute idée, une grande estime pour Gauguin? Pas seulement parce qu'il était porté sur la boisson un peu trop, mais surtout, parce qu'il avait un goût très prononcé pour les jeunes filles, les trop jeunes filles. C'est Vincent Cassel. Vincent Cassel, il a déjà tourné par exemple dans un biopic, c'était Mérine, souvenez-vous, avec Jean-François Richet, qui prête ses traits à Gauguin. Il n'est jamais complètement dans un film par hasard. Cassel, vous allez le voir, on l'a rencontré, il a une petite barbe, pas la même que pour Gauguin. Oui. Une petite barbe qui nous fait penser à Wolverine. Hugh Jackman, la saga X-Men. Alors pourquoi? Parce qu'en ce moment, avec Jean-François Richet, il tourne Vidocq, très occupé, l'acteur, mais qui a pris un petit peu de temps pour parler à Télématin. Nous l'avons rencontré. Bonjour Vincent. Comment ça va? Mais très bien. Je suis un grand artiste, et je le sais. Édouard Deluc, le grand public le connaît pas bien, ça n'est que son 2e film. C'était le sujet qui vous a plu? Il est venu me voir avec ce projet et il était tellement passionné et je voyais tellement les ponts qu'il y avait entre lui et le personnage et je voyais que finalement c'était un peu les mêmes que les miens. C'est-à-dire quoi, l'envie de lointain d'ailleurs? Oui, et puis je sais pas pourquoi, je me disais depuis le début que c'était intéressant à un moment donné que j'interprète ça une fois dans ma vie. Un peintre? Un peintre, un grand musicien, enfin une espèce de figure historique de l'art. Désolé, personne n'en veut. Faut y aller là, faut se tirer d'ici. Il n'y a plus un visage, il n'y a plus un paysage qui mérite d'être peint ici. Pourquoi partir maintenant? Parce que j'étouffe. Le réalisateur, il attendait peut-être plus une performance un peu plus dandy, c'est ça, de Gauguin, que vous, un peu moins rustre Absolument. On s'est jamais pris le bec là-dessus, mais j'ai senti qu'il attendait quelque chose peut-être de plus élégant, de plus raffiné, etc. Et moi, je l'emmenais plus vers un mec qui avait les mains dans la boue et qui était en colère contre la société qu'il venait de quitter. J'ai senti qu'il voulait autre chose et moi, j'étais incapable de lui donner. Cette frustration. Au début, c'est ça. Un petit problème d'accord, je dirais. Il me faisait un si, je faisais un la bémol, et on avait du mal, etc. Mais moi, j'étais incapable de revenir en arrière. Donc, j'aurais bien voulu le contenter plus, mais le seul truc que je pouvais lui dire, c'était « fais-moi confiance ». Je peins, dessine toute la journée. Je ne me suis jamais senti aussi aiguisé. Oui, toi, Paul Gauguin. Il y en a eu des films sur des grands artistes. Pourquoi ce film a été dur à monter? Alors, je vais vous confier un truc. En fait, tous les films sont de plus en plus difficiles à monter. Quand ce n'est pas des comédies. Mais ça dépend de la comédie. Aujourd'hui, vous savez, on est dans un moment où on a envie de rigoler. Et on aime bien quand ça coûte pas cher et que ça rapporte beaucoup. Des films un peu McDo, quoi. Cette ribambelle de filmouilles. Il y en a plein qui vont pas faire long feu parce qu'ils sont vraiment, vraiment insipides. J'ai envie de dire, c'est des trucs... tagalade, soin, prout, prout, toin, toin, et puis ça, c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est... Il n'y a même pas un humour... c'est vraiment glandu, quoi. Concernant votre rencontre avec la Polynésie, j'ai lu ça, vous avez dit, j'avais l'impression d'être dans Avatar sous ecstasy. J'aime bien la formule. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que j'étais dans un monde... où tout est magnifique et avec une nature complètement fascinante autour de moi. Ça, c'est pour le côté Avatar. Le côté ecstasy, c'est que j'étais toujours de bonne humeur, parce que j'étais vachement content d'être là. C'est quoi? C'est les mangues, les pastèques au petit-déj? Non, mais c'est ce rapport aux gens, ce rapport à la nature. Vous allez vous baigner à 6h du matin avant d'aller travailler, puis d'un coup, il y a une baleine de 20 mètres qui saute à côté. C'est pas rien, quoi. Non. Moi, j'arrivais sur le plateau avec une banane jusque-là. Je sais pas, je suis un sauvage. Qu'est-ce qui vous reste de la Polynésie? Pas mal d'amis, déjà. Ah, vous êtes fait des copains là-bas? Ouais. C'est bien. J'ai rencontré des gens vraiment, vraiment, vraiment adorables et que j'espère revoir très vite. Et puis, surtout, il m'est resté une envie féroce d'y retourner au plus vite. Merci Vincent. Merci à vous. Alors, il y a eu plusieurs Gauguin, d'ailleurs. Absolument. Henri, j'en nous disais un avec Anthony Quinn, un autre avec Kiefer Sutherland. Alain Resnais a fait un documentaire sur Gauguin. Et bientôt Cassel dans Vidocq. Il y a eu plusieurs Vidocq aussi. Très excitant, parce qu'il y a eu plusieurs Vidocq. Il y en a eu un bon, un moins bon. Il y a eu Claude Brasseur. C'était bon, celui-là. Ouais, il y en a eu un autre avec Guillaume Canet, Gérard Depardieu. De Pitoff. Et là, on est excités parce que c'est Jean-François Richet. Et oui, Jean-François Richet, il nous a fait les 2 volets de Mérine. On a le droit de s'emballer un petit peu comme ça
Donc ça donne envie. Voilà, ça sort mercredi prochain, Laurent. Ok, petit rafraîchissement pour... Oh, c'était bruyant. Heureusement qu'il y a eu la petite musique du jingle, là, d'un seul coup. Comme ça, la classe est toute sage. On va commencer avec l'élève Thomas Hervé, qui en fait va nous prendre par la main et nous faire visiter une expo, j'allais dire, essentielle, en fait, pour revisiter, non pas l'expo, mais nos idées reçues sur l'Afrique. Alors c'est l'Afrique des routes au musée du Quai Branly. Et en fait, pourquoi nos idées reçues ? Parce que, vous savez, depuis ce discours de Dakar, l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, qui avait fait suffisamment couler d'encre. Il y a cette espèce de rapport de l'homme occidental, on va dire de l'européen et du français, à l'Afrique qui est en fait complètement ethnocentrée et complètement à côté de la plaque. Et donc cette exposition, elle veut dire, vous pensiez que l'histoire de l'Afrique démarre avec un certain nombre de Portugais qui sont venus avec des navires coloniser ce continent. Eh bien pas du tout. En fait cette histoire elle date de moins 6000 ans, donc on va remonter vraiment très très en arrière. L'Afrique très verte à Et l'époque. puis surtout, l'Afrique des routes, ce qui est très impressionnant, c'est que vous avez l'Afrique des routes commerciales, où nous on a l'habitude ici de parler des monnaies qu'on a frappées. Et là vous allez voir qu'il y avait d'autres types de monnaies. Il y avait des monnaies qui étaient faites avec des coquillages, il y a des monnaies qui étaient faites avec des perles, il y avait des monnaies qui étaient faites avec des morceaux de fer, qui n'étaient pas frappés, et qui étaient bien antérieures. Et vous voyez, en fait, c'est un peu comme pour les religions. Vous allez avoir évidemment en Afrique toutes les religions du livre, mais vous allez découvrir aussi des cultes comme celui de Mami Wata. Et justement, vous dites, tiens, Mami Wata, c'est quoi ? Mami Wata, c'est ça. On démarre cette Afrique des routes avec les peintures rupestres du Tassili en plein Sahara. Alors là, on est moins 1000 avant Jésus-Christ. Et regardez, c'était peuplé de girafes, de crocos, de buffles. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le Sahara, c'était une grande plaine verdoyante avec des petits oiseaux, avec de l'eau. C'est pas du tout un désert, voilà. Et c'est la première chose que vous apprendrez dans cette Afrique des routes. On continue avec les routes spirituelles et religieuses et Mami Wata. Alors Mami Wata, son culte s'est répandu en Afrique dans plus de 20 pays différents, alors du Sénégal jusqu'en Centrafrique, et 50 cultures. Donc Mami Wata, elle est là, regardez, toujours représentée comme une sirène, donc elle est dresseuse de serpents. Voilà. Attention, on dit pas merci qui ? Merci Mami Wata. Non, parce qu'attention, alors cette mamie-là, elle mange pas de yaourt. Non, à ses heures perdues, elle mange des hommes. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Hein. Si vous voulez pas terminer dans son petit déjeuner, rigole pas avec Mami Wata. Et l'Afrique des routes passe aussi par Haïti. Ben oui, parce que c'est une route spirituelle. Et donc là, vous avez une bannière vaudou avec Baron Samedi. Alors, il a toujours un très très beau costume élégant, des lunettes de soleil et un chapeau blanc. Et il se balade dans les cimetières. Quel sympathique petit personnage disco. Pas du tout. Si vous invoquez Baron Samedi le premier samedi du mois de juin au lever du soleil, vous pouvez faire disparaître les personnes malveillantes. Ah, et là, tout de suite, c'est un peu moins disco. Hein. Vous apprendrez également dans cette Afrique des routes que la majorité de l'or ne vient pas d'Amérique du Sud ou du Brésil. Non, l'or vient principalement d'Afrique. Par exemple, cette petite statuette-là, entièrement en or, ivoirienne, qui date du 19e siècle. Et alors évidemment, quand les colons sont arrivés, ils ont vu ce genre de truc, ils ont fait « Vous pourriez nous donner quelques petites statues jaunes, là ?» Oui, mais enfin quand même, attendez, c'est de l'or. Ah bon ? Ah bon, on n'avait pas vu, c'est joli, c'est intéressant. Hein. Je vous l'échange contre un petit peu de coton. Ouais. Voilà le genre de trafic. Et pour terminer, les routes coloniales avec la bataille d'Adoua. Alors on est en 1896. Et là, que se passe-t-il ? Eh bien c'est très simple, les Italiens qui sont en Érythrée veulent envahir l'Éthiopie. Mais l'empereur d'Éthiopie va lever une armée de 100 000 hommes pour lutter contre les Italiens et ça marche. Il gagne. C'est la première bataille, la première victoire contre le colon. Or, le drapeau de l'Éthiopie, c'est le rouge, le jaune et le vert. Et voilà pourquoi le vert, jaune, rouge vont devenir les couleurs emblématiques de la résistance africaine partout dans le monde.
Je peux vous dire qu'avec le compère Thomas Hervé, on papote de cette Afrique parce qu'on l'aime, cette Afrique qui vivait effectivement depuis toujours de l'intérieur, ce qui est normal pour un continent aussi riche. Alors que nous, on pensait que c'était uniquement la côte du littoral, parce qu'évidemment, c'était surtout sur le littoral que se déroulaient les trafic d'or, trafic d'esclavage. Mais en fait, dans l'exposition, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a une vie extraordinaire. Bon, je ne vous ai pas parlé, mais vous allez pouvoir découvrir des poteries qui ont presque 4000 ans avant Jésus-Christ et qu'on a retrouvées à Madagascar. Poterie chinoise. Vous avez aussi au niveau culturel, on a dit à un moment donné que les cubistes s'étaient intéressés à l'art africain et qu'ils avaient trouvé là une source d'inspiration. Mais en fait, il y a mieux que ça. Dans l'exposition, on va vous montrer qu'à l'époque, l'art africain se pose exactement les mêmes problèmes que les artistes occidentaux. Sauf que voilà, on a toujours notre regard qui est très ethnocentré. On a l'impression que nous, on a pris en fait à l'Afrique et qu'ensuite on l'a sublimé avec le cubisme. Pas du tout. En fait, vous verrez dans cette exposition que les influences sont multiples et croisées. Donc c'est vraiment, j'allais dire, en plus c'est une fête pour les yeux parce que vous allez avoir des pièces qui sont exceptionnelles et en plus historiquement, vous allez peut-être remettre un peu pédagogique indispensable, je pense, pour revisiter nos idées reçues aussi. Sur l'Afrique. Oui, l'Afrique, on voit avec des frontières comme ça, alors que c'est celle des peuples et des territoires. C'est au musée du Quai Branly. Vraiment, ne loupez pas ça. Musée des Arts Premiers. Merci Thomas. Non, Anissa ne trépigne pas d'impatience, elle danse. Elle danse, Anissa, elle danse. Et c'est pourtant l'heure, non pas de danser, mais de zapper sur les chaînes de télé étrangères. Et vous nous avez trouvé quoi? Je crois que ça vient d'Australie. Et oui, direction l'Australie, pour parler d'un programme plutôt divertissant. C'est parfois lourd, la télé australienne. Là, c'est pas lourd du tout, là, c'est drôle, vous trouvez? Non, là c'est léger, franchement, ils ont le sens de l'humour affûté, vous allez comprendre. On parle d'un programme donc de divertissement, un programme humoristique, disons-le clairement, et qui traite en même temps un peu de féminisme. Ça fait beaucoup, la charge est lourde. C'est simple, on parle des femmes dans cette émission, alors des femmes et leur comportement, des femmes et des mœurs, des femmes et des tenues. En gros, comme disait ce grand philosophe Iglesias, vous, les femmes... on attaque dans le lot. Voilà, exactement. Et en tout cas, pour traiter de ce sujet épineux, la chaîne, vous la maîtrisez, la chaîne australienne ABC a visé juste en engageant un duo de chic et de choc. 2 sœurs, des jumelles, elles sont jeunes, elles n'ont pas froid aux yeux et elles se sont données pour mission de décrypter les comportements des femmes d'aujourd'hui versus les femmes des années 50. Cela donne un programme formidable qui s'appelle Growing Up Gracefully, ce qui veut dire grandir avec grâce. Et avant de vous en dire plus, je vais déjà vous laisser rencontrer ces 2 sœurs, Anna et Elisa. C'est les sœurs les plus cool d'Australie. Voilà. Hi, I'm Hannah. I'm Eliza. And yes, we're best friends. Sisters. When we were little, we were given a 1950s etiquette book called Growing Up Gracefully. Thank you. Which we ignored. But now we're in our 20s and in need of some guidance. We're wondering, how do we actually grow up? In ancient times, women had etiquette books to teach them to be polite, wholesome, and submit to the patriarchy. But things have changed a bit since then, and thanks to the internet, there's more confusing advice than ever. So where is a young lady meant to get her guidance? Across the series, we're going to follow more advice for women than you can daintily poke a stick at. I'll be following the old, and I'll be following the new, to try and learn how to grow up gracefully, whatever the fuck that means. Alors, vous voyez, le ton est donné, on est là pour rire. Alors, il faut savoir que le thème traité reste très sérieux. C'est-à-dire qu'il y a de vraies informations. Nous avons l'habitude de parler des femmes sous forme de documentaires, de reportages. On ne plaisante pas vraiment avec ce sujet, c'est assez difficile. Eh bien, elles y arrivent, et elles y arrivent très bien, et donc on peut vraiment saluer leur performance. Alors maintenant, chaque épisode est construit de la même manière. Vous avez un fil rouge. Le fil rouge, on rit, mais... on compare les femmes d'avant, des années 50, et les femmes aujourd'hui. Vous avez à chaque fois une situation adaptée dans les 2 cas de figure. Si vous voulez un exemple, l'exemple est pour tout de suite. Deportment. How should a young lady carry herself? Don't walk sloppily. Do sit gracefully by simply standing correctly. This girl has lost 5 pounds almost instantly. You stand up right there like that. Adjust your clothes. Now, stay like that. Leave your foot like that. No, leave it there.
turn this in. Getting it? Yes. I have it. Looking good back in the olden days may have meant grace and poise, but for the modern woman, it's all about posing and working them angles on social media. I'm off to learn how to be an Instagram hottie from someone who actually is one, Carla Brett. Do you think you could teach me some of the poses? Yeah, sure, let's go try. That looks so good. Yeah, that looks perfect. Thanks to Carla's help, the only thing I'm really drowning in is Instagram likes. Ouais, elle se serait baignée dans la scène, elle aurait des âmes en plus. C'est très pin-up des années Voir des 60, morceaux de hein, plastique. parce Oui, qu'on a c'est vu. non, mais c'est drôle. Elles sont drôles, elles sont formidables et c'est Le comme coup ça de la tout le petite long. claque sur le ménisque, là, quand Mais même. tout, la façon d'ajuster son short, bon, bah, tout n'est pas très smart, hein, mais elles sont exceptionnelles. C'est une pépite et vous avez plusieurs petits moments comme ça qui vous font vraiment rire. Ok, merci. Bah écoutez, voilà, nous on a le sourire.